Bonjour, je suis Laurent Lelégard, ingénieur d'études en géovisualisation LASTIG. Avec mes collègues Arnaud Lebrise et Sébastien Giordano, nous avons œuvré à l'amélioration du processus d'égalisation radiométrique des images argentiques entrant dans la production des orthomosaïques historiques, effectuée dans le cadre du projet ANR Hiatus de mise en valeur de l'immense corpus de clichés argentiques scannés, acquis depuis près de 100 ans lors de missions aériennes régulières et archivées à l'IGN. Cela passe notamment par une géolocalisation fine des clichés, une analyse spatio-temporelle des évolutions du territoire, ainsi qu'une diffusion interactive des résultats via le web. Mais tout d'abord, résumons brièvement les grandes idées de notre démarche. Voici un fond de carte aux 25 000 du Larzac. En y projetant les clichés d'une mission de prise de vue aérienne, on obtient cette orthomosaïque superposable à la carte. Première remarque, les images ne sont pas homogènes radiométriquement, et ce, malgré le recouvrement. Ces inhomogénéités sont encore plus visibles dans l'absence de recouvrement, en particulier au niveau des lignes de raccord entre chaque cliché. Deuxième remarque, moins immédiate, ce phénomène semble suivre un systématisme lorsqu'on considère par exemple l'intensité moyenne des clichés, ou encore le contraste moyen des clichés. Une solution actuellement adoptée est d'effectuer une égalisation statistique, aussi appelée filtre de Wallis, où pour une taille de fenêtre donnée, chaque pixel voit la moyenne et l'écart type de son voisinage égalisés. Cette méthode est plutôt bien adaptée à notre problème de correction radiométrique, au moins pour les grandes échelles. Car lorsqu'on dézoome aux petites échelles, l'orthomosaïque perd en contraste et donc en lisibilité. Mais une piste d'amélioration a été trouvée dans la technique dite d'analyse en composantes principales. Pour résumer, un ensemble d'images de la même taille peut se décomposer en une base d'images spectrales dont une certaine combinaison redonnera les images d'origine. La combinaison est propre à chaque image. On constate sur cet exemple que ce sont les premières images spectrales de la base qui sont les plus sollicitées. En appliquant cette approche aux images de la mission, aux moyennes et aux écarts types en fait, et en ne se limitant qu'aux premières images spectrales, on arrive en fin de compte à égaliser les images tout en conservant une certaine lisibilité aux petites échelles, ce que l'égalisation statistique de base ne permettait pas. Entrons maintenant dans les détails. Et d'ailleurs, en parlant de détails, commençons par considérer l'objet photographié, à savoir le terrain, d'un peu plus près. Sa granularité sera schématisée par une grille régulière de petites pyramides. Cette structure est éclairée par une source représentant le soleil, qui sera orientée au sud, voire sud-est, et plutôt bas dans le ciel, voilà. Intuitivement, on pourra penser que vu de loin, la scène sera homogène. Mais cela supposerait que l'image soit vue de dessus en tout point. Or, ce n'est pas le cas. La géométrie de la caméra introduit un effet de perspective, et cela se traduit, en prenant de l'altitude, par une inhomogénéité radiométrique. On parle alors de phénomène de hotspot ou de rétrodiffusion. Celle-ci dépend du matériau considéré, de la position du soleil, ainsi que de l'angle d'observation. À ce phénomène doit aussi ajouter la rétrodiffusion atmosphérique liée aux aérosols, l'assombrissement en bord d'image dû entre autres à l'optique de la caméra, les variations mécaniques du temps d'exposition, les variations d'éclairement solaire provoquées par le passage de Sirius, et la liste n'est pas exhaustive. Pour plus de détails sur la radiométrie des images aériennes, je vous renvoie à l'excellente thèse de doctorat de Gilles Martinotti. En conclusion, les nombreuses inconnues du problème, telles que la nature du sol, la répartition des aérosols ou encore les systématismes de la caméra, ne nous permettent pas vraiment de corriger les images en suivant des modèles physiques. C'est la raison pour laquelle une des premières solutions retenues est l'égalisation statistique, aussi appelée filtre de Wallis. Afin d'expliquer cette formule, appliquons-la à un exemple simple. Voici un ensemble de nombres réels pris au hasard. Pour nous aider à visualiser, le hasard fait qu'on a une suite arithmétique qui va de -2 à +4. La moyenne de notre ensemble, noté mu, vaut ici 1, et son écart type, noté sigma, est égal à 2. En retranchant mu égale 1 à notre ensemble, la nouvelle moyenne vaudra alors 0. Puis en divisant le tout par sigma égale 2, la moyenne restera nulle et le nouvel écart type vaudra 1. En multipliant ce nouvel ensemble par sigma 0, mettons 6, notre ensemble sera dans ce cas plus dispersé autour de sa moyenne qui vaut 0, et son nouvel écart type prendra alors la valeur de sigma 0, donc 6. Enfin, en y additionnant un mu0 par exemple 100, la moyenne vaudra alors mu0, c'est-à-dire 100. Dans le cas d'une image en niveau de gris, mu et sigma sont respectivement rattachés à la luminosité et au contraste. En faisant varier mu0, on fait varier la luminosité globale de l'image, alors que les variations de sigma 0 joueront sur le contraste global. On parle alors d'égalisation statistique globale. Mais cette formule peut aussi s'appliquer localement, sous la forme d'une fenêtre glissante de taille fixe, où on calculera le mu et le sigma pour chaque position de la fenêtre, pour ensuite appliquer la formule au pixel central de la fenêtre. Ce qui, au final, gommera les variations de contraste et de luminosité de taille supérieure à celle de la fenêtre considérée. Dans le cas de nos images aériennes, en dessous d'une certaine taille de fenêtre, on constate que les inhomogénéités radiométriques disparaissent. Par contre, une fenêtre trop petite résultera en une altération de l'image, à savoir un rendu grisâtre et difficilement comparable à l'image d'origine. La taille de la fenêtre est donc un compromis entre correction et lisibilité du rendu. En pratique, c'est cette méthode qui a été retenue par l'IGN pour générer les orthomosaïques historiques. Voici d'ailleurs à quoi ressemble notre zone d'étude sur le site Remonter le temps.
En zoomant en grandes échelles, le rendu est tout à fait acceptable. Par contre, en dézoomant aux petites échelles, l'image devient plus difficile à interpréter. Enfin, aux très petites échelles, la baisse de contraste génère un rendu uniformément gris du territoire. Le problème peut être expliqué par le fait que les corrections statistiques certes égalisent les systématismes de rétrodiffusion et d'assombrissement en bord d'image, mais ils égalisent aussi les spécificités de chaque image. Ainsi, les vastes zones boisées plus sombres sont traitées de la même manière que les grands pâturages. Cela aura pour conséquence de ne plus pouvoir les distinguer à une certaine échelle. L'idée serait donc de corriger uniquement les systématismes et non les spécificités. C'est là qu'intervient un outil statistique assez puissant, l'analyse en composantes principales. L'analyse en composantes principales, parfois appelée transformation de Karolyn-Love dans la communauté des traiteurs d'images, peut être vue comme un changement de base dans un même espace vectoriel. Sans rentrer dans un cours formel de mathématiques, on va maintenant parler de vecteurs, de calcul matriciel et de valeurs propres de matrices. Considérons par exemple ces 10 images de 3 pixels de large par 5 de haut. Ce sont ce qu'on appelle des vecteurs. On peut les représenter sous forme d'une colonne de coefficients comme ceci. En les regroupant, on obtient une matrice notée M. En multipliant M par sa transposée, on obtient la matrice A qui est symétrique. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec les produits matriciels, on va dire en usant d'un gros abus de langage que les coefficients de A correspondent à une forme de corrélation entre chaque vecteur. Cette matrice A peut être vue comme une machine à transformer des vecteurs de longueur 10. En multipliant un vecteur V par A, on obtient un vecteur V' différent de V mais de même taille, à savoir 10. Or, il existe 10 vecteurs unitaires, c'est-à-dire dont la somme des coefficients au carré vaut 1, 10 vecteurs donc, qui pris séparément et multipliés par la matrice A renvoient eux-mêmes à un coefficient lambda près, propre à chacun de ces 10 vecteurs. Ces 10 coefficients lambda, rangés par ordre décroissant, sont appelés valeurs propres de la matrice A. Les vecteurs associés à ces lambdas sont appelés vecteurs propres. Ces vecteurs ont de plus la propriété d'être orthogonaux entre eux. En d'autres termes, ils sont totalement décorrélés les uns des autres. En notant V la matrice formée par les vecteurs propres ordonnés, et en la multipliant par notre matrice M d'images, on obtient 10 vecteurs orthogonaux qui, recombinés, redonnent les images d'origine. Ces vecteurs forment donc une base de représentation de nos images. Ils portent d'ailleurs le joli nom d'image spectrale. Cette technique d'analyse est parfois utilisée en compression de données car seules les premières images spectrales sont vraiment sollicitées. Les dernières images spectrales ne sont là que pour compléter avec des détails peu discriminants. Dans le cas des 36 emojis vus dans l'introduction, on peut les représenter avec 36 images spectrales obtenues par la méthode qu'on vient de voir. En ne se limitant qu'aux 30 premières images spectrales, le rendu est encore acceptable. En dessous de 30 images spectrales, des confusions peuvent apparaître. Avec seulement 18, certaines emojis restent tout à fait reconnaissables. Avec 5, seules les grandes tendances sont discernables. Enfin, les 2 premières images spectrales discriminent les 2 grandes familles d'emojis. On observe donc que plus on retire d'images spectrales de faible influence, plus on gomme les spécificités des images d'origine pour ne garder que leur systématisme. Et c'est justement ce qu'on cherche pour la correction de nos images aériennes. Commençons par l'observation suivante. Les images ne font pas toutes la même taille. Or, on a vu précédemment que l'analyse en composantes principales s'applique à un ensemble de vecteurs de même dimension. En pratique, on placera chacune de nos images dans un carré de même taille. Mais avant de tester notre méthode, jetons un œil curieux aux 143 images spectrales définies par nos 143 ortho-images. Et là, c'est la mauvaise surprise. Alors qu'on s'attendrait à avoir des images spectrales lisses pour les premières valeurs propres, censées représenter la tâche de rétrodiffusion et l'assombrissement au bord d'image du hall optique, on se retrouve en fait avec des motifs assez nets correspondant au fond de chambre. Cette décomposition spectrale du jeu d'images ne permet pas de voir les systématismes d'éclairement. Ce phénomène parasite semble venir des masques de fond de chambre. Pour s'en affranchir, on va simplement extrapoler les valeurs de pixels de l'image au niveau des masques. En considérant les nouvelles images spectrales ainsi obtenues, on retrouve bien le systématisme que l'on cherche à corriger. On en arrive ainsi à la dernière étape de notre processus. Après avoir calculé les moyennes et écarts types de nos images, représentons-les comme combinaison de leurs images spectrales respectives, avant de tronquer les valeurs propres les plus faibles en vue de ne retenir que leur systématisme dépouillé des spécificités propres à chaque image. Au final, les intégrer à notre correction statistique. Voici le résultat pour une correction sans troncature, en considérant les 143 images spectrales. On retrouve par construction notre égalisation statistique de départ. En tronquant les images spectrales les plus faibles, on ne voit pas d'amélioration notable. Ah si, on commence à discerner un peu les zones boisées. Avec les 4 premières images spectrales, le rendu est déjà nettement plus lisible qu'avec l'égalisation statistique de base. Avec 3, c'est encore mieux. Par contre, avec seulement 2, on commence à revoir les inhomogénéités radiométriques. Et en corrigeant juste avec la première image spectrale, les inhomogénéités sont certes atténuées, mais encore bien visibles.
On pourrait très bien s'arrêter là et dire que la troncature après la troisième image semble donner le meilleur résultat sans pour autant chercher à aller plus loin. On va quand même prendre le temps de jeter un coup d'œil aux coefficients, car les coefficients propres à chaque image sont en fait la contribution d'une image spectrale aux moyennes et aux écart-types locaux. Dans cet exemple relatif aux moyennes locales, la contribution de la première image spectrale est de plus de 98%. Pour la deuxième image spectrale, cette contribution est de l'ordre de 15%, mais permet de distinguer deux comportements distincts correspondant aux 2 vols effectués sur 2 jours lors de cette mission. Intuitivement, ce phénomène peut être interprété par un changement d'orientation du Soleil. La contribution de la troisième image spectrale, de l'ordre de 10%, est moins évidente que la deuxième, mais semble suivre un certain comportement, tel qu'une continuité de ces variations intrabandes. Ce reste dû à une variation locale des aérosols, à un passage de Sirius. Quoi qu'il en soit, il est peu probable que cela soit lié à une spécificité relative au terrain photographié. La quatrième image spectrale contribue aussi à hauteur de 10%, mais la répartition des coefficients semble plus difficile à interpréter. Est-on face à des systématismes ou bien face à des spécificités du terrain ? Au-delà de la cinquième image spectrale, la répartition des coefficients semble plus aléatoire et leur valeur diminue assez vite. On peut raisonnablement penser qu'il ne relève plus de phénomènes systématiques. Au final, la visualisation des coefficients est une aide précieuse dans le choix de la valeur de troncature. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais très rapidement évoquer le cas des missions en couleur. En l'état, notre nouvelle approche n'apporte clairement pas de résultats satisfaisants. Une des pistes étudiées est de corriger chaque image, non pas en lui imposant une même moyenne et un même écart-type pour toute la mission comme précédemment, mais en conservant pour chaque image sa propre moyenne ainsi que son propre écart-type, puis d'effectuer une correction globale si nécessaire. Ah, et une dernière remarque, ou plutôt une dernière question. Si les résultats obtenus semblent satisfaisants pour une mission de 143 images, quel rendu obtiendra-t-on si on applique cette approche à toute une région, voire à l'ensemble du territoire métropolitain ? Merci beaucoup pour votre attention. Toutes questions ou commentaires sont les bienvenus.